Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite aux États-Unis, où à quelques heures de la fin des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait le point de la mission de la délégation ivoirienne. Passant en revue ces différentes rencontres et séances de travail, il met l'accent sur la transformation des matières premières. Notre envoyé spécial aux États-Unis, Adama Koné. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. On vous a vu à la SFI, à la MICA et maintenant à la Banque mondiale défendre fortement que ces institutions vous accompagnent dans la transformation du cacao de l'anacarde. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, vous savez que parmi les priorités que le président de la République a définies en ce qui concerne notre politique économique, il y a la transformation donc, de nos productions agricoles. Et principalement donc, le cacao et l'anacarde. Nous sommes premiers producteurs, tout le monde le sait, donc, au niveau de ces deux spéculations, avec 2 millions de tonnes pour le cacao, 700 000 tonnes pour l'anacarde. Mais nous devons les transformer donc, pour créer donc, des emplois donc, pour les jeunes donc, de notre pays. Par exemple, pour ce qui concerne l'anacarde, le projet que nous discutons actuellement donc, avec la Banque mondiale donc, prévoit une transformation avec l'horizon de 3 à 5 ans d'environ 50% de la production de l'anacarde et pourrait permettre de créer environ 100 000 emplois, notamment pour les jeunes et les jeunes filles. Et donc vous comprendrez toute l'importance que nous devons accorder à ce projet et la Banque mondiale vient de manifester à nouveau toute sa disponibilité pour nous accompagner. Nous avons un projet de plus de 300 millions de dollars qui est en cours d'instruction et qui devrait être présenté au Conseil d'administration de la Banque mondiale en janvier 2018. En Côte d'Ivoire, souvenez-vous, samedi dernier, 14 octobre, il s'est produit un crash d'avion. C'était à Port-Bouët. Conformément donc aux conventions internationales, l'enquête technique revient à la Côte d'Ivoire. Cette enquête a-t-elle déjà démarré? Comment sera-t-elle menée? Enfin, qui composera la cellule d'enquête? Anne-Marie Ekra, la directrice du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire, nous donne ici des éléments de réponse. Elle s'exprime au micro de notre reporter Cheikh Koné. 24 heures seulement après le crash, les experts du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire, BEA, sont à pied d'œuvre pour clarifier les circonstances du drame. Pas de repos pour Anne-Marie Ekra, directrice de cette division de l'aviation civile du Côte d'Ivoire. Première chose, c'est que nous devons notifier d'abord l'accident. Notifier l'accident au pays concerné par l'accident, c'est-à-dire l'État qui a construit l'avion, la compagnie qui a affrété l'avion, le pays qui a immatriculé l'avion. Dans le cas d'espèce, l'avion est immatriculé en Moldavie. Donc ça veut dire que c'est l'autorité de Moldavie qui a délivré le certificat de navigabilité de cet avion, donc qui est garant de cet avion-là et qui est censé, qui en suit son entretien. Il y a l'exploitant, c'est-à-dire celui qui opère, qui a loué l'avion. En l'occurrence, c'est l'armée française de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le lieu où l'accident a eu lieu, où s'est passé l'accident, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, nos installations sont concernées, notre tour de contrôle est concerné, etc. Donc, et comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est nous qui menons l'enquête. L'enquête de cette division de l'aviation civile est essentiellement technique et elle a pour objectif de tirer des enseignements pour la communauté aéroportuaire en Côte d'Ivoire et ailleurs. L'enquête, elle a démarré. Elle a démarré. L'équipe d'enquête n'est pas entièrement constituée puisque tous ces pays que j'ai cités là font partie de l'équipe d'enquête de droit. De droit. Par exemple, les Français vont nous envoyer leurs représentants, leurs enquêteurs. La Moldavie va nous envoyer son enquêteur. La Côte d'Ivoire a déjà tous ses enquêteurs. Et donc, l'enquête a déjà commencé, déjà par vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie, sans le savoir, de l'équipe d'enquête. Tous les internautes, toutes ces personnes qui étaient les premiers sur le lieu, parce qu'il y a toujours des premiers sur les lieux, tous ceux qui ont pris des photos de par le monde entier, les voilà, je les ai tous enregistrés. Et même les témoignages que vous avez recueillis des gens, on va les écouter, je les ai enregistrés. Tout ce qui va concerner l'accident nous intéresse. Comme pour tout crash d'avion, l'une des pièces maîtresses des enquêteurs est l'analyse des boîtes noires. À ce niveau, des recherches se poursuivent. Pour l'instant, on en est à ressortir l'avion. C'est chose faite aujourd'hui, dans le hangar du GATL.
Parce que l'enquête est très importante. Les enjeux sont très importants. Au-delà des enjeux sécuritaires, il y a d'autres enjeux quand même. Donc c'est très important. Et cela se fera dans certaines conditions. Donc une fois qu'il est dans le hangar, fermé, protégé, sous surveillance, les jours qui viennent, dès demain d'ailleurs, avec les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, nous irons maintenant chercher la boîte noire. La Côte d'Ivoire n'a pas les équipements. Très peu de pays ont des équipements. On peut analyser des petits GPS pour nos avions, aviation générale, on peut les dépouiller. Mais les boîtes noires d'avions de ce niveau-là, il y a un certain nombre de pays qui sont connus pour ça. Selon les statistiques du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile, la Côte d'Ivoire a enregistré une dizaine de crashs d'avions les 30 dernières années. Les plus mortels sont ceux de la compagnie brésilienne Varig en janvier 1987, qui a fait 50 victimes, et celui de Kenya Airways le 30 janvier 2000, qui a fait 169 victimes originaires de 33 pays différents. Reportage signé Cheikh Koné. Venons-en à présent à ce déjeuner débat autour de la carte de résident biométrique. À l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire, l'Office national d'identification a donné des informations sur la nouvelle carte de résident biométrique destinée aux ressortissants hors CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres, le 13 avril dernier, a pris la décision non seulement de réactiver la carte de résident des ressortissants hors CEDEAO, mais surtout de la renforcer avec la biométrie. Le compte-rendu d'Hervé Blé. 31 décembre 2017, à partir de cette date, la nouvelle carte de résident biométrique est le seul document officiel qui sera exigé aux ressortissants hors CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Existe alors le titre provisoire de séjour. Le directeur général de l'Office national d'identification est revenu longuement sur la question au cours du déjeuner débat initié par la Chambre de commerce française. Les pièces à fournir pour l'extension du document et ses délais de production, la situation des personnes dont le titre provisoire de séjour est en cours de validité, la possibilité pour l'ONI d'activer des équipes mobiles pour l'enrôlement sont certains des points évoqués au cours d'échanges francs et instructifs. Pour les ressortissants français, c'est 150 000 francs et les coopérants et religieux français, 35 000 francs. Pour les ressortissants hors CEDEAO normaux, c'est 300 000 francs. Pour 5 ans, quand vous regardez, faites la comparaison avec les pays de la sous-région, également certains pays européens, nous sommes dans la moyenne de 70 à 90 000 francs l'année. Et quand vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs l'année. Donc ça va dans le droit fil de ce que l'État ivoirien a prévu quant à la sécurisation des populations étrangères qui sont en Côte d'Ivoire, et par le fait qu'on substitue cette carte, que cette carte est substituée par les titres de séjour provisoire, c'est un grand pas en avant. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on sera tranquille, on n'aura plus qu'à présenter cette carte en tant que résident, et ça sera parfait pour les opérateurs économiques. Le nouveau titre de séjour concerne plus d'1 million de personnes dans le pays. La première dame Dominique Ouattara pour cette rentrée scolaire aux écoliers du village d'Atekro dans le département de Didiévi a fait des dons pour la 2e fois consécutive. Des dons auxquels il faudra ajouter 500 tenues scolaires d'un groupe français qui vient ainsi soutenir la première dame Dominique Ouattara dans sa vision d'une école accessible à tous les enfants du pays. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo, RTI Boaké. Madame la première dame, Dominique Ouattara, a pensé à toi pour cette rentrée scolaire. Elle me charge donc de te remettre ce kit. Avec le don de la première dame, les écoliers de l'école primaire publique Boyi-Lui et du centre de protection de la petite enfance de Atekro ont reçu 500 tenues scolaires. Cette fois-ci, une action du groupe français Bouchard en soutien aux efforts consentis par Dominique Ouattara pour la scolarisation des tout-petits. Par ce don, Bouchard Côte d'Ivoire souhaite modestement offrir une bouffée d'oxygène aux parents d'élèves en ce qui concerne la prise en charge de leurs frais de scolarité et de permettre ainsi aux enfants de se concentrer sur leurs études. 228 kits scolaires et 500 tenues scolaires. Élus et cadres de Atekro ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux différents donateurs. L'occasion est vraiment opportune pour dire merci
au nom des populations d'Atekro à la première dame, Dominique Ouattara. Nous disons également merci à M. Koucho Jean-Jacques. Je voudrais réitérer ici ma gratitude et mes remerciements à Madame la Première Dame pour ce don qui est un concours essentiel et important dans la scolarisation des enfants de ce village et par-delà du département. Jean-Jacques Koucho, directeur général de Boucha, Côte d'Ivoire, a été intronisé fils du village de Atekro. Les enfants bénéficiaires de toutes ces actions ont, à travers une sonorité bien de leur époque, esquissé des pas de danse, symbole de gratitude et de reconnaissance. Parlant de gratitude, la poche de l'écolier danseur prenait du volume sous le poids des billets de banque offerts par le public. Libérons un petit peu en Zouglou avant de refermer ce journal. Vous le savez, le groupe Zouglou Magic System a démarré la tournée de ses 20 ans de carrière. Bamako, la capitale malienne, a été la première étape de cette tournée dénommée Magic Tour 20 ans. Les magiciens ont offert 2 concerts, l'un à la salle Bademba et l'autre au stade Modibo Keïta au public bamakois. Le groupe Magic System a mis à profit sa tournée internationale pour sensibiliser l'opinion sur le changement climatique. Les Gaou magiciens ont procédé aussi à un planting d'arbres avec le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable du pays. Le groupe musical a également été reçu par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le point de toute cette mission zougloutique avec Issa Tchonayeo. Après la célébration de leurs 20 ans de carrière au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody et au Palais de la Culture de Trécheville, les Gaou magiciens mettent le cap sur l'Afrique à travers le Magic Tour 20 ans. Première escale, Bamako, la capitale malienne. 2 concerts offerts au public bamakois pour lui permettre de vivre la féerie zougloutique et d'apprécier le talent des magiciens. Premier round, la salle Babemba. Second round, stade Modibo Keïta. À Salfo, Manadja, Boudé et Tino prennent rendez-vous avec leurs fans. Au pied du mont Koulouba, le groupe assure. Tout le répertoire est visité. J'ai l'impression qu'à gauche ici, il y a plus de tapettes donc à droite. Les enfants d'Anoumambo font chanter et danser leurs nombreux fans. Ils n'oublient pas le réchauffement climatique. Une opération de reboisement en compagnie de Keïta Aïda Mbo, ministre malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a lieu. À ce planting d'arbres, une conférence sur le climat est initiée avec le soutien de la Fondation Magic System à l'Institut français de Bamako. La cerise sur le gâteau, la réception du groupe de Zouglou par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État malien profite de l'occasion pour féliciter les magiciens pour l'organisation du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, plateforme d'expression pour les artistes africains. Le groupe est également reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali. La prochaine étape du Magic Tour 20 ans est prévue au Gabon. L'apothéose de cette tournée aura lieu à Bouaké le 25 décembre prochain. Joyeux anniversaire aux magiciens du Zouglou. L'actualité internationale pour refermer ce journal. En Somalie, les autorités ont décrété dimanche 3 jours de deuil national au lendemain du double attentat à l'explosif mené samedi à Mogadiscio, la capitale. Le bilan s'alourdit, au moins 276 morts et 300 blessés selon une source hospitalière. L'attentat n'a pas encore été
revendiquée. Au Mali, le mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé qui évolue dans la région de Ménaka, près de la frontière avec le Niger, est sous pression depuis plusieurs semaines. Ces troupes sont régulièrement attaquées. Dimanche 15 octobre, hier donc, un haut gradé du MSA a été abattu alors qu'il rentrait chez lui. La pression monte en Catalogne à quelques heures du délai imparti par Madrid au président de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, pour qu'il clarifie sa position. Le gouvernement espagnol lui a donné jusqu'à 10 heures ce lundi pour dire si oui ou non il déclarait l'indépendance de la région. En cas de confirmation ou des réponses évasives, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, lui, laissera un dernier délai jusqu'à jeudi matin pour faire marche arrière avant de prendre le contrôle de la Catalogne en vertu de l'article 155 de la Constitution. Le Parti socialiste unifié du Venezuela remporte la majorité des régions selon les résultats des scrutins du 15 octobre 2017 communiqués par le Conseil national électoral. Les électeurs devaient désigner les gouverneurs dans les 23 États du pays. Et selon le Conseil national, ces régionales sont un succès pour le camp Maduro qui rafle 17 États contre 5 désormais aux mains de l'opposition, un État restant à définir. Cela faisait 3 jours que le gouvernement irakien demandait aux Peshmerga kurdes de se retirer de la ville de Kirkouk dans le nord du pays et d'annuler le référendum d'autodétermination du 25 septembre dernier. Des combats ont finalement éclaté entre troupes irakiennes et les Peshmerga dans la nuit de dimanche à ce lundi. Et ce lundi matin, les forces irakiennes assurent contrôler des routes et des infrastructures près de Kirkouk. Fin de ce journal. Merci de toujours rester sur notre chaîne.